Voilà, bonjour à tous. On va pouvoir commencer le webinaire. Donc, ce webinaire est organisé par Astredor et le Sérail. Et donc, on va vous présenter les résultats du projet Delight. Juste quelques petites informations techniques. Donc, le webinaire est enregistré et il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube d'Astredor. Il y a une session de discussion qui est prévue en fin de séminaire. Mais si vous avez des questions au cours des présentations, donc s'il vous plaît, posez-les dans la partie Q et R sur Zoom, donc en bas de votre écran. Donc les intervenants y répondront au fur et à mesure. Et donc certaines questions qui peuvent éventuellement amener des discussions ou des réponses un peu plus longues seront conservées pour la session discussion en fin de webinaire. Si jamais vous avez plus des questions, on va dire, techniques, le son qui ne fonctionne pas ou je ne sais pas, un écran qui se voit mal, posez-les plutôt dans l'onglet discussion ou converser. Enfin, ça dépend un peu des versions Zoom. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce qui était des aspects techniques. Et donc, je passe tout de suite la parole à Oscar. Bonjour tout le monde. Donc, on est ici donc, pour vous présenter les résultats de ce projet Delight. Donc, un projet qui est financé par France Agrimaire avec des fonds CASDAR. Et donc, on est dans ce projet avec trois acteurs. Donc, d'abord, Rato avec David Viermet, qui est en fait le chef de projet. Et ensuite, on a deux stations, une station en horticulture, donc la steppe en Bretagne, et une station légumière, le Sérail, qui est située à côté du Rato. Est-ce qu'on peut changer de slide? Très bien. Donc, voici le programme. Donc, d'abord, on aimerait donc vous présenter un petit peu plus la notion la lumière naturelle sous serre. C'est quoi exactement la lumière? Donc, avoir quelques notions par rapport à certaines unités, ce qu'on utilise maintenant, donc des unités qui sont plus adaptées à la production végétale. Ensuite, il y aura David qui va vous expliquer donc un petit peu la théorie autour de la division de la lumière. Donc, aussi avec certaines notions qui sont quand même assez nouvelles, donc des notions qui sont tellement nouvelles que, bon, on en parle maintenant depuis à peu près 5 à 6 ans. Donc, pour les stations d'expérimentation, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Ensuite, on va donc vous présenter donc les résultats du projet Delight. Donc, pour les différents secteurs, donc d'abord juste l'influence de la lumière diffuse sur sous les couvertures lumière diffuse. Ensuite, on passe aux résultats obtenus dans les cultures maraîchères, donc présentés par Alexandre. Et après, donc, on passe aux résultats en horticulture, donc sous abri plastique. Et ensuite, c'est David qui prend le relais pour présenter les résultats des cultures horticoles sous serre vert. Et ensuite, dans la partie 4, on a donc une possibilité donc de… Bon, on va d'abord conclure donc les résultats. On va en discuter donc aussi avec quelques cas concrets. Et ensuite, il y a possibilité donc des questions et des échanges avec vous. Donc, d'abord, on passe donc à la lumière naturelle sous serre. Donc, c'est une thématique qui est travaillée beaucoup à Astredor déjà. Donc, une thématique qui est traitée dans plusieurs stations Astredor dans lesquelles on se pose la question comment on peut en fait changer le spectre de la lumière naturelle pour avoir une meilleure qualité de plantes. Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Donc, d'abord, par rapport à la lumière, donc ici, on a une caractérisation donc, de la lumière naturelle, donc le rayonnement solaire. Donc, vous voyez
que le spectre est très, très large. Hein. Donc, il y a d'abord à gauche le rayonnement X et UV, et ensuite, ça va jusqu'aux ondes radio. Et entre les deux, il y a 34% de la lumière qui est donc utilisée par la plante et qui est visible à l'œil nu. Donc, vous voyez, 34% de la lumière naturelle est donc visible à l'œil nu. Et ensuite, on voit que le spectre est entre environ 400 et 700 nanomètres. Donc, ça va de bleu, de la couleur bleue, jusqu'à la couleur rouge et rouge lointaine. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc ici, pour se focaliser un petit peu plus sur la lumière visible, donc ici, vous voyez donc, entre environ 400 et 700 nanomètres, donc on a cette lumière visible qui est aussi très importante pour la photosynthèse. Donc, vous voyez que pour la lumière pour la photosynthèse, on appelle donc de la lumière par, donc rayonnement pour la photosynthèse. Donc ça représente à peu près 34% de cette lumière. Ensuite, on va aussi à gauche donc l'UVA et le UVB. Et donc ça, c'est donc, ce sont des rayons qui sont qui contribuent pas à la photosynthèse, mais il y a quand même un rôle très important, c'est plutôt au niveau de la morphogenèse de la plante. Donc, ça peut aider à donc, renforcer la plante au niveau des structures végétales. Et ça peut aussi donner des signes à la plante pour réagir par rapport à son environnement. La même histoire pour le côté droite, donc la partie invisible, infrarouge et infrarouge lointain. Donc c'est plutôt des ondes qui sont exprimées, par exemple, dans la chaleur. Et ces rayons sont donc aussi importants pour la plante, pour la signalisation, donc pour la morphogenèse, la photomorphogenèse, mais il n'y a pas d'influence sur donc la photosynthèse. Prochaine slide. Donc, maintenant, on passe plutôt, on a donc deux perceptions de la lumière. Hein. Donc, pour l'œil humain, on voit donc la sensibilité de l'œil humain par rapport à la lumière visible. Et vous voyez que la partie onde verte et onde jaune, ça, c'est la partie où l'œil humain est le plus sensible. Tandis que quand on va vers le bleu et le rouge, l'œil humain est beaucoup moins sensible. Ici, on parle plutôt donc dans l'intensité lumineuse en luxe. Et donc, cette notion luxe est plutôt adaptée donc, à la sensibilité de l'œil humain. L'importance maintenant, c'est surtout de se focaliser sur la production végétale. Et pour la production végétale, on voit par exemple la sensibilité d'une feuille de la plante est complètement différente. Vous voyez par exemple ici que dans le bleu et dans le rouge, notamment, la feuille est beaucoup plus sensible et donc il y a une courbe qui est différente que la courbe de la sensibilité de l'œil humain. Et donc dans ce cas, il faut aussi avoir une autre unité pour mesurer la lumière en termes d'intensité. Donc ici, on parle maintenant donc de photosynthetic flux, photon flux, donc c'est exprimé en micromol de photons par mètre carré par seconde. Donc c'est une notion qui est très importante pour adapter en fait notre caractérisation de la lumière à la production végétale. Prochaine slide. Donc ici, c'est visualisé pour le rendre encore plus facile à comprendre. Donc ici, on a donc les photons entre 400 et 700 nanomètres qui tombent donc sur une surface d'un mètre carré. Et donc, par seconde, on peut donc mesurer le nombre de photons qui tombent en fait sur cette surface. Donc, micromol de photons par mètre carré par seconde. Donc, ça, c'est plutôt l'unité intensité lumineuse. Après, transformer la notion micromol par mètre carré par seconde, c'est quand même assez compliqué parce que ça dépend de la source lumineuse. Donc, vous voyez, par exemple, la lumière solaire, on peut donc transformer en watts par mètre carré. Donc, vous voyez ici presque 0,22 watts par mètre carré ou en lux 54 lux. Mais vous voyez tout de suite aussi en bas que pour les autres sources lumineuses,
la conversion est différente. Donc, c'est quand même, on peut se rapprocher de des unités radiométriques et photométriques, mais on ne peut pas caractériser de façon très précise donc cette pour convertir. Donc, vous voyez, pour mesurer l'intensité lumineuse pour la plante, on utilise donc un quantomètre. Et cet quantomètre est indispensable pour la production végétale parce que ça nous permet donc de mieux caractériser l'intensité lumineuse au niveau de la plante. Donc, c'est un mètre qui est très important à utiliser. Prochaine slide. Donc, il y a d'autres mesures possibles, donc avec d'autres appareils. Donc, vous voyez ici un pyranomètre, donc avec lequel on peut donc mesurer le rayonnement global entre 200 et 3000 nanomètres. Et donc, ça, c'est plutôt mesure du flux énergétique, ce qu'on utilise en fait pour, par exemple, déclencher les écrans ou paramétrer l'arrosage. Donc, ce sont des unités qui sont utilisées pour cet usage en horticulture. Quand on va donc pour mesurer la densité des photons, donc on a donc le quantomètre entre 400 et 700 nanomètres, et les applications, c'est donc pour caractériser le besoin de lumière pour la plante. Prochaine slide. Après, quand on va un petit peu plus loin, ce qui est très important, c'est surtout la notion de DLI. Donc, DLI, c'est la somme lumière par jour reçue par la plante, exprimée en mol par mètre carré par jour. Donc, ça, c'est une notion qui est plus importante pour comprendre en fait le besoin de la plante par rapport à la lumière. Donc, vous voyez ici, on a la notion donc photopériode. Donc, on peut donc utiliser l'intensité lumineuse fois la photopériode, et donc après, il faut diviser par 1 million pour arriver donc à un DLI par jour pour la plante. Pour donner un ordre de notion par rapport aux besoins de la lumière de la plante, vous voyez, par exemple, les plantes d'ombre ont besoin entre 4 et 10 mol par mètre carré par jour. Et pour les plantes qui ont besoin plus de lumière, par exemple, comme les tomates, c'est entre 10 et 50 mol par mètre carré par jour. Donc, le DLI, c'est une notion qui est très importante à retenir. Donc, on voit par exemple en hiver, on a 5 à 6 mol par mètre carré par jour, à peu près. Et en été, ça peut aller au-delà de 30 mol par mètre carré par jour. Prochaine slide. Donc ici, vous avez des tableaux qui sont déjà développés par différents organismes. Ici, vous voyez l'Université de Purdue qui a donc développé un tableau pour indiquer à peu près quel DLI on a besoin pour les différentes cultures. Donc ici, ce sont des cultures plutôt horticoles et certaines cultures maraîchères. Donc ça donne déjà un petit peu une indication à quel niveau il faut éclairer, par exemple, ou il faut apporter de la lumière naturelle pour avoir une meilleure production. Prochaine slide. Après, donc, on a parlé intensité lumineuse. Donc, ici, on parle plutôt qualité de la lumière, donc avec les spectres. Et vous voyez tout de suite que la source lumineuse est donc, il y a différents spectres qui correspondent à différentes sources lumineuses. Donc, par exemple, le soleil à gauche, vous voyez donc un spectre qui est quand même très large avec les différentes couleurs qui sont dans ce spectre. Et vous voyez dans une lampe luminescente, c'est déjà, on voit quelques pics dans les différentes couleurs qui correspondent en fait à cette source lumineuse. Et quand on passe à un éclairage HPS, donc pour les photos, donc ce sont des lampes qui sont beaucoup utilisées donc en horticulture et en maraîchage, on voit en fait que le spectre est peu adapté finalement à la production végétale parce qu'il y a très peu de bleu et très peu de rouge dans le spectre. Il y a beaucoup de couleurs vert et
et jaune dans ce spectre. Et ensuite, aujourd'hui, donc depuis maintenant une dizaine d'années, on a donc les LED. Donc, avec les LED, c'est une technologie avec laquelle on peut donc adapter le spectre aux besoins de la plante. Donc, on peut apporter des couleurs bleues, des rouges, mais maintenant aussi le couleur blanc ou même vert et d'autres couleurs pour se rapprocher en fait du spectre solaire. Et ça, c'est donc une possibilité très intéressante de cette technologie. Et donc, le spectre, on peut donc mesurer ou caractériser avec un radiospectromètre portable. Donc, c'est un outil qui aujourd'hui, le prix a vraiment baissé. Aujourd'hui, on paye à peu près 2 000 à 3 000 euros pour un radiospectromètre portable. Et aussi, cet outil peut apporter plein d'informations aux producteurs. Donc, ça peut être très intéressant à utiliser dans les serres. Prochaine slide. Ici, c'est par exemple un cas où on a visité un producteur qui avait un problème de qualité de plantes dans différentes serres, donc des serres vertes, et donc des problèmes au niveau de la précocité et la floraison, mais aussi le développement de différentes plantes de printemps. Et donc, on a mesuré sous les différentes serres et on voit tout de suite qu'il y a des serres où la lumière rouge et rouge lointain est beaucoup moins présente. Et donc, on voit donc que ça peut donc être à l'origine de ce problème est donc en fait le spectre qui tombe sur la culture. Donc, on voit en fait qu'il y a un impact très important sur la morphologie de la plante et sur la précocité de la floraison. Donc, c'est une raison pour laquelle donc, les radiospectromètres peuvent être un outil très intéressant pour nos producteurs. Prochaine slide. On peut donc aussi utiliser la lumière naturelle pour adapter le spectre, pour par exemple obtenir des plantes plus compactes. Et donc ici un exemple, ce qu'on a donc testé dans les stations Astrédor, ce sont des filtres lumineux avec lesquels on peut changer le ratio ou le rapport entre rouge et rouge lointain. Donc vous voyez ici les 3 tunnels et avec donc couverts avec différentes filtres lumineux. Donc vous voyez ici réduit et transpart. Et on a aussi testé un filtre qui s'appelle Solatrol, donc une bâche qui change de façon importante donc, le rapport entre rouge et rouge lointain. Donc, c'est plutôt un filtre qui absorbe une grande partie du spectre rouge lointain. Et ce qu'on a observé, c'est surtout une plante plus compacte, donc pour la majorité des taxons horticoles. Donc, c'est en fait une plante compacte, c'est en fait signe une qualité, ce qu'on cherche en horticulture ornementale. On voit aussi que la densité chlorophyllique est beaucoup plus élevée. On a plus de ramifications sur la majorité des taxons horticoles. Et on peut donc aussi penser à une économie plus importante sur le traitement de régulateurs de croissance dans ces cultures. On a quand même observé une incidence sur la précocité et la floraison. Donc, une précocité, enfin, une floraison tardive au printemps et une floraison plus précoce en automne, sur les chrysanthèmes, par exemple. Donc, il faut adapter quand même la date d'implantation des cultures en fonction du filtre lumineux utilisé. Prochaine slide. Aussi, on a dans les stations Astrédor testé des couvertures UV transparentes. Et là, c'est une même préoccupation. On cherche en fait des plantes compactes destinées, de jeunes plants de légumes destinés à la jardinerie. Et donc, avec certaines couvertures UV transparentes, on peut donc obtenir une plante compacte très durcie. Et on va aussi, après la transplantation, il y a une reprise beaucoup plus rapide. Donc, ce sont des exemples qui accentuent en fait l'importance qu'on a besoin de façon plus importante de caractériser l'intensité lumineuse et le spectre pour avoir en fait des conditions lumineuses le plus adaptées à la production végétale. Prochaine slide. Donc, je laisse maintenant la parole à David sur la lumière diffuse.
c'est là. Oui, merci Oscar. Bonjour à tous. Donc, David Vuillermet, station d'expérimentation donc Astrédor du râteau. Donc, maintenant qu'Oscar vous a présenté vraiment l'importance de la lumière et on se rend compte qu'il y a un rôle donc, au niveau de l'intensité, au niveau du spectre, il y a encore maintenant un nouvel élément qui arrive, donc c'est ce côté diffusion. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette partie encore un petit peu générale. La lumière en fait naturelle, classiquement la lumière du soleil, le rayonnement solaire va atteindre la surface de la Terre de deux façons différentes. Une part de lumière directe, c'est donc des rayonnements qui sont, on va dire, qui sont pas déviés, qui sont vraiment perpendiculaires par rapport au rayonnement solaire. C'est ce qu'on obtient lors des journées très ensoleillées. Lorsque cette lumière va rencontrer un obstacle de type une particule, des nuages, le rayonnement va être dévié dans multiples directions. C'est ce qu'on appelle la lumière diffuse. Et maintenant, en fait, donc, il y a plusieurs matériaux qui rendent du coup la possibilité de diffuser la lumière, même par du coup toute la journée, même lorsqu'il n'y a pas de nuages. Donc, c'est directement le matériau qui va être traité pour pouvoir diffuser cette lumière. Donc, c'est ça qu'on appelle la lumière diffuse. Donc, cette lumière diffuse, c'est quelque chose de très qualitatif, donc on a besoin de pouvoir quantifier cette diffusion. Pour ça, notamment, les Pays-Bas se sont beaucoup intéressés à la question pour pouvoir venir dire est-ce que un matériau est plus ou moins diffusant, quelle est la différence par rapport à un autre matériau. Donc, pour ça, il y a deux unités qui existent, la plus ancienne étant le Haze. Donc, ça, vous la retrouvez dans plusieurs fiches techniques de films plastiques, notamment traduits par le trouble ou le flou. Donc, ça, c'est la partie de la lumière qui va être déviée quand elle va traverser le matériau, qui va être déviée d'un angle supérieur à 2,5 degrés. Donc, ça, c'est la norme. Et après, ça nous donne une valeur en pourcentage. Donc, 0, la lumière n'est pas diffusée. 100%, la lumière est diffusée. On a un deuxième indicateur qui est plus récent cette fois, qui est l'ortiscatter ou F-scatter. Donc, à la différence du Haze, comme vous le voyez sur cette photo, ici, on va avoir une vision 3D de la lumière quand elle aura traversé le matériau. Donc, une vision 3D, c'est sa dispersion dans l'espace. Donc, ces deux matériaux indiquent en pourcentage le pourcentage de diffusion, mais ils ne sont pas équivalents. Vous pouvez voir ici, par exemple, sur ces deux schémas, ces deux matériaux différents qui vont avoir un Haze globalement assez proche, entre 91 et 94%. Par contre, ici, on voit au niveau de l'angle de dispersion du rayonnement qui va être complètement différent. Donc, ici, on va être sur un angle proche de 100%, donc c'est un angle parfait en termes de diffusion. Et ici, on va avoir un ortiscatter uniquement de 67%. Donc, ces deux indicateurs-là, Haze, ortiscatter, sont intéressants pour qualifier la diffusion. Ils ne sont pas équivalents. Nous, dans la suite du programme, comme on est sur un volet vraiment expérimental, on s'est plutôt intéressé, on va vous parler plutôt d'ortiscatter, qui nous paraît plus complet. On a vraiment cette vision 3D. Donc après, ça sera aussi à vous à voir avec différents fournisseurs. C'est des choses qu'ils doivent avoir, notamment le Haze. Et maintenant, il y a des méthodes qui sont standardisées, notamment, nous, on est passé par un laboratoire aux Pays-Bas, le Light Lab, qui permet vraiment de donner une mesure qui soit la plus robuste possible. Quand on parle comme l'a dit Oscar, quand on parle de lumière, donc on a ce côté diffusion, mais à chaque fois, on revient à des notions qui vont vraiment se recouper, qui va être la transmission. Donc en plus, avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on ne peut pas parler de diffusion sans parler de transmission lumineuse. Donc la lumière, avant de rentrer dans la serre, avant qu'elle soit diffusée, donc va devoir être transmise. Donc on a un pourcentage de transmission de la lumière qui va rentrer au niveau de la serre pour les cultures. Donc historiquement, on avait la transmission perpendiculaire. Donc, c'est une norme qui mesure la transmission de la lumière à un angle, je veux dire vraiment perpendiculairement par rapport au matériau. Cette mesure, en réalité, on la trouve uniquement au zénith, lorsque le soleil est au zénith, en pleine journée, en été. Mais sur un ensemble d'autres conditions météo, lorsque le soleil va se lever, va se coucher en différentes saisons, l'angle du soleil va être beaucoup plus incliné. C'est pour ça qu'il est né en fait une notion de transmission hémisphérique, donc qui est représentée en fait ici par ce schéma. Au lieu d'avoir uniquement une mesure perpendiculaire, on va venir mesurer sur le matériau plusieurs angles d'incidence de la lumière. Et donc ça, souvent cette valeur-là est très intéressante et va être en lien vraiment avec le côté diffusant, parce que pour plusieurs matériaux diffusants, on va en effet avoir une transmission perpendiculaire qui peut être réduite par rapport à un film transparent, mais elle va vraiment être encore plus réduite quand on va passer sur une notion de transmission hémisphérique. Donc c'est ici, c'est sur ce graphique-là, c'est sur ce tableau ici. Vous avez par exemple un film transparent et un film diffusant. Donc, vous avez, d'après l'analyse laboratoire, la transmission perpendiculaire en pourcentage. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez 6% d'écart entre ce film transparent et ce film diffusant. Lorsque vous allez avoir une mesure hémisphérique de la lumière, vous allez passer à 9% de différence. Donc, il y a un écart de lumière entre ces deux matériaux.
Et nous, quand on a mesuré sur le terrain, au niveau des plantes, on se rend compte qu'on observe sur une saison une différence de 8 à 10%. Donc, on voit que la mesure de terrain est quand même plus proche de cette transmission hémisphérique que de la transmission perpendiculaire. Donc, pour ça aussi, dans la suite de la présentation, on va parler beaucoup plus de cette transmission hémisphérique. C'est aussi quelque chose que vous pouvez du coup, qui sont des fois, voilà, c'est pour vous aider au niveau des fiches techniques, des fois vous aurez ces deux informations-là, donc c'est pour bien comprendre cette différence. Donc maintenant, la lumière, on a vu qu'elle peut être diffusée, on a vu cette notion de transmission. Comment est-ce qu'on va pouvoir la diffuser? Cette lumière, on va pouvoir la diffuser par l'ensemble de matériaux, notamment le verre. Donc ici, vous avez un exemple. Dans une des serres qu'on a à la station du râteau, on est au niveau des cultures, et là, on prend le ciel en photo, donc c'est les carreaux des serres que vous voyez ici. On voit ici un verre transparent, donc c'est un verre flotte, c'est les verres horticoles classiques, qui va avoir un amplificateur de 0%. Donc là, on voit très nettement le contour du nuage et du ciel. Lorsqu'on passe sur un verre diffusant, avec un amplificateur de 25 à 30%, on voit que l'on a un contour qui est beaucoup plus flou au niveau du nuage. Donc ça, c'est rendu possible notamment au niveau du verre, puisque c'est un verre qui va être imprimé avec différents motifs. Donc ça, c'est tout après le challenge des fabricants, c'est de proposer différents motifs qui vont permettre justement de maximiser cette diffusion et de maximiser également la transmission hémisphérique de la lumière pour avoir un matériau le plus transparent possible, enfin le plus transmis avec une meilleure transmission et également de la diffusion. Autre solution, c'est les films plastiques. Maintenant, il y a des versions qui existent chez l'ensemble des fabricants de films plastiques, qui sont donc des films, on va dire, transparents ou cristal, et des films qui sont diffusants, avec différentes intensités de diffusion. Il y a également des peintures qui peuvent être appliquées, ou des coatings. Donc, ce sont des... C'est pas du... Il faut le voir, c'est différent d'un blanchiment ou d'un cholage. C'est vraiment une peinture, voire une colle, qui va venir en fait s'appliquer comme pour un blanc, sur la serre en pulvérisation. Ça peut être appliqué sur du cerf verre ou de la serre plastique. On va pouvoir ajuster un dosage pour avoir plus ou moins de diffusion et du coup plus ou moins de transmission. Au niveau des écrans, donc on a en fait les écrans en horticulture, donc les écrans mixtes. C'est mixte, c'est-à-dire qu'en horticulture, souvent il y a un seul écran, on va dire en production de plantes fleuries, un seul écran dans la serre qui doit avoir une fonction thermique pour notamment l'hiver et une fonction d'ombrage en été. Donc ça correspond à ces toiles-là qui sont plutôt aluminisées ici, qui sont un peu les toiles de référence. Maintenant, il existe des écrans qui sont spécifiques et qui sont vraiment axés sur leur côté diffusion. Donc ça correspond aux écrans ici avec ces bandes blanches, où là, on va pouvoir venir augmenter le caractère de diffusion des écrans. Et il y a la même chose pour les écrans thermiques. Donc là, c'est plutôt à destination des producteurs plutôt en maraîchage sous serre, serre vert, serre chauffée, où en fait, il y a des écrans qui sont thermiques. Donc là, le but, c'est qu'ils soient avec une meilleure transmission, donc qui existe. Donc ces écrans-là, on va avoir un amplificateur de 25%. Et maintenant, il existe une gamme d'écrans qui va être diffusant, où là, l'amplificateur sera augmenté jusqu'à 55%. Donc maintenant, il faut mettre ces deux notions en mouvement, en fait, c'est-à-dire ce côté diffusion et ce côté transmission. On s'est rendu compte dans notre projet que diffusion ou transmission, dans beaucoup de cas, il va falloir choisir. Et modifier un système, un paramètre va influer sur l'autre paramètre. Donc ici, vous avez sur ce graphique-là le pourcentage de diffusion de 0 à 100% en ordonnée et la transmission hémisphérique de 0 également à 90%. Chaque point ici représente un matériau sur lequel on a fait une analyse laboratoire. Donc vous avez par exemple ici en partie basse des verres, donc ce sont les verres témoins, qui vont avoir des transmissions assez importantes, enfin très importantes, en fonction ou non d'un traitement anti-reflet. C'est une nouvelle technique qui arrive aussi sur les verres. C'est un traitement anti-reflet pour venir augmenter la transmission. Sur ces verres-là, vous avez 0% d'amplificateur. Quand on regarde sur ces gammes-là d'écrans qui proposent de verres, qui proposent des verres avec 25-30% d'amplificateur, voire 60%, ce qu'on constate, c'est qu'on a une perte de transmission lumineuse. Donc sur le verre, cette perte sera peu conséquente parce qu'il y a des traitements anti-reflet où on peut venir quand même garder une très bonne transmission, mais quand même la tendance est que si on veut augmenter l'amplificateur, on va perdre de la transmission. Quand on regarde sur des films plastiques, donc là, notre film plastique dans le cadre de ce projet-là, c'est représenté par les croix. Ici, on a positionné un film plastique qui était donné par le fabricant, c'est la référence transparent.
Déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diffusion moins forte que le vert, donc ça, une transmission moins forte que le vert. Donc ça, on était déjà plus ou moins au courant. Par contre, ce qu'on observe, c'est que le film plastique, il va déjà avoir une diffusion proche de 33%, alors que c'est donné par un film transparent. Donc ça veut déjà dire que le film plastique, il n'est pas aussi transparent qu'une feuille de verre. Par contre, justement, à l'inverse, c'est que quand on va vouloir avoir un film plastique diffusant, donc ça correspond à cette croix ici, donc on va venir augmenter avec ce film plastique l'ortiscateur jusqu'à 90%, donc ça va presque être une diffusion parfaite. Par contre, on va perdre 10 points ici de transmission lumineuse. Donc encore une fois, on gagne de la diffusion, mais on perd de la transmission. Les peintures, donc représentées par les contours bleu clair là, sur le rond et la croix. Donc on est parti ici d'un film plastique transparent. On a appliqué une peinture diffusante. Donc on a une solution intermédiaire. On va venir augmenter de 30% à peu près la diffusion et perdre quelques points de transmission. Et c'est pareil pour le verre, où ici le verre avec cette peinture est un verre en fait qui était transparent. Et on est venu ici appliquer un produit diffusant. Donc on a augmenté la diffusion et perdu un petit peu de transmission. On a cette même tendance à chaque fois. Et pour les écrans qu'on a vus tout à l'heure, c'est la même chose. Entre ces deux écrans-là, on peut augmenter la diffusion, mais on va perdre un peu de transmission. Donc ça, c'est vraiment, pour le côté matériaux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est qu'en tous les cas, quasiment tous les cas, la généralité, c'est qu'une augmentation de la diffusion va entraîner une perte de transmission, plus ou moins forte en fonction du matériau. Le vert, c'est celui qui permet d'avoir la meilleure diffusion tout en ayant une très forte transmission. Le plastique va permettre d'avoir une transmission la plus importante. On est quasiment parfaite en termes de diffusion. Et les peintures et les écrans vont offrir des solutions intermédiaires finalement et modulables par rapport aux gammes qu'on va choisir et par rapport à leur dosage, notamment pour les peintures. Donc cette diffusion de la lumière, pourquoi est-ce qu'on cherche à l'obtenir sous abri, sous serre? La recherche, notamment aux Pays-Bas, a montré que sur des cultures monocultures type tomates, concombres, poivrons, sous serre vert, donc assez intensive, des serres on va dire vraiment high-tech, l'ajout d'un verre diffusant notamment a permis d'augmenter le rendement de 5 à 10%. Il a également été montré que l'augmentation de la vitesse de croissance pour des plantes, plutôt des plantes d'ombre, qui nous sont assimilées à des plantes d'intérieur, comme pour des ficus ou des anthuriums. Donc ça, ces résultats ont été expliqués dans le cadre de ces projets par le fait que la lumière, quand elle va venir taper au niveau du matériau et être diffusée, elle va venir être mieux répartie au niveau de la serre, notamment des cultures hautes, donc les tomates, qui sont des cultures peuvent avoir plus de 3 mètres de hauteur de végétation. Donc la lumière en fait sera plus homogène tout au niveau de cette hauteur du plant de tomate. Ce qui fait que ça va induire une augmentation de la photosynthèse et du coup de meilleures performances au niveau agronomique. Pour les plantes d'ombre, ce qui ressort, c'est que la meilleure répartition de la lumière va limiter les zones d'ombre et de lumière et peut-être du coup limiter également le côté, ce qui s'appelle la photoinhibition, c'est-à-dire les brûlures également qu'on peut avoir au niveau des feuilles qui vont encore une fois limiter la photosynthèse. Donc, dans le cadre de ce projet, nous, ce qu'on a voulu voir, c'est par rapport à ces résultats qu'on a vus, qui sont des résultats obtenus dans des conditions très spécifiques de culture, est-ce que la diffusion va avoir un intérêt pour des plantes compactes? En horticulture, on a des plantes qui font, pour beaucoup, maximum 50 cm de hauteur. Donc, est-ce que la diffusion, cette répartition de la lumière, elle est aussi justifiée en horticulture? Pour des systèmes en maraîchage diversifiés, c'est-à-dire avec une culture de tomates en été, mais également de la salade ou des épinards en hiver, est-ce que également la diffusion va être intéressante? Quel impact finalement est-ce que cette diffusion va avoir aussi au niveau du climat de la serre? Et pour le producteur ou pour le conseiller, quel indicateur est-ce qu'il faut suivre lorsqu'on va faire un choix technique? Donc c'est tout ça qu'on va essayer de vous présenter maintenant. Donc le premier point, là c'est vraiment les résultats de notre programme qu'on va vous présenter ici. Donc il y a encore plein de choses à découvrir, mais c'est déjà une première approche. On a synthétisé ici sur nos 3 sites d'expérimentation, donc région Bretagne et autour de Lyon, donc région Auvergne-Rhône-Alpes, l'effet finalement de la diffusion sur le climat des abris et des serres en général. Voilà, donc première chose, c'est ici vous avez donc une photo de la serre qu'on a dans la station du râteau. Sur la droite, c'était sur notre serre témoin avec un verre transparent, donc un hortificateur de 0%. Donc on voit nettement sur les cultures les zones d'ombre et de lumière provoquées par les structures, que du coup vous connaissez bien dans vos serres.
quand on a fait la même chose, donc sur cette serre, cette fois, on a mis des écrans, des verres qui étaient donc diffusants à 25-30% d'amplificateur. On voit également des zones d'ombre et de lumière, mais elles sont beaucoup plus floues. Et autre illustration, sur ce graphique ici, vous avez, sur cette partie-là, c'était le compartiment qui était équipé en verre diffusant, et ici en verre transparent. Ce qu'on voit, on a quadrillé la serre en fait, avec des mesures de lumière tous les mètres. On a fait une mesure de lumière à un instant donné. Ce qu'on voit, c'est très clair, c'est que sur le verre transparent, vous avez des grosses différences de couleurs qui correspondent à des grosses différences de l'intensité lumineuse. Donc là, on est en micromole par mètre carré par seconde. Donc on voit qu'on a une lumière qui est très, très hétérogène, à la différence ici de la lumière diffuse, où on a quelque chose qui est beaucoup plus homogène. Donc ce qu'on peut dire, c'est que sur les matériaux diffusants, oui, en effet, on a une meilleure répartition de la lumière au niveau spatial à un instant donné. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également regardé sur le côté temporel, c'est-à-dire sur une journée complète, quel va être l'effet de la diffusion. Donc ici, sur ce graphique, vous avez donc une journée type, avec, donc là, c'est 7 h du matin, 20 h le soir, et vous avez ici l'évolution de l'intensité lumineuse reçue au cours de la journée. On a mis 2 sondes ici qui sont fixes, donc qui peuvent s'assimiler à ce que la plante va recevoir comme lumière. La sonde ne bouge pas, comme la plante. Quelle est la lumière qui va lui être attribuée par le matériau? Donc, ce qu'on peut voir ici sur cette graphique du haut, c'est que c'est le verre qui est transparent. Donc, ce qu'on observe, c'est des pics et des baisses de lumière assez importantes tout au long de la journée. En partie basse, c'est la même journée uniquement, mais dans le compartiment qui va être diffusant. Donc, on voit qu'on a également des pics de lumière, mais qui sont quand même beaucoup plus lissés que sur la partie transparente. Et ça, encore une fois, c'est sur un rayonnement, sur un verre qui est diffusant uniquement avec un amplificateur de 25-30%. Donc, on n'est pas encore à 100%, mais déjà, sur ces valeurs-là, on a quand même un effet qui est assez significatif. Et ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est que là, la lumière, c'est la diffusion a généré une forme de lumière un petit peu différente. Mais comme le matériau à la base, notamment le verre qu'on a travaillé ici, on était un verre qui avait la même transmission entre le transparent et le diffusant. Donc, ce qui fait que sur toute la journée, quand on fait la moyenne de la lumière perçue au niveau de ces différentes sondes, c'est la même somme de lumière. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que la diffusion, c'est vraiment uniquement une notion de forme de lumière, mais la somme de lumière va être donnée par la transmission. Donc là, on a 2 formes complètement différentes de lumière apportées aux plantes, mais la plante aura reçu la même quantité de lumière sur la journée. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a pu montrer que plus cet ortiscateur, donc cette intensité de diffusion, cette proportion de diffusion était importante, plus la lumière sera homogène dans la serre. Donc ici, c'est également sur le rayonnement sur des journées types. Ce qui est surtout important ici à voir, c'est qu'on retrouve, donc là c'est la lumière extérieure en orange. Donc de midi à 15 h, c'est lié à la fermeture de l'écran thermique. Il ne faut pas le prendre en compte. Ce qu'il faut regarder, c'est en début et fin de journée. Ce qu'on voit, c'est que sur le jaune, on est sur un amplificateur de 0%. Donc c'est les matériaux, c'est des verres transparents. On retrouve ces pics de lumière. On passe en bleu avec un amplificateur de 25%. Donc on a des pics, mais ils sont quand même beaucoup plus lissés. En vert, on passe à 55% d'amplificateur, donc on va venir encore un petit peu limiter les hétérogénéités. Et en rouge, on est sur un plastique avec 90% de diffusion. Et donc on voit nettement que là, on n'a quasiment aucune ombre portée en fait, de la structure qui est perçue par les plantes. On a une lumière qui est très, très homogène tout au long de la journée. Donc plus l'amplificateur est important, plus la répartition de la lumière sera homogène. Cette répartition de la lumière va influer directement du coup, des conditions de culture différentes pour les plantes, notamment sur la température foliaire. Donc on s'est rendu compte, que ce soit en Bretagne, que ce soit au râteau, que ce soit sur la partie maraîchage, que les températures foliaires vont être aussi également plus homogènes sous le verre diffusant, ce qui est logique, parce qu'on a une meilleure répartition. Donc une température qui va être plus homogène, mais par contre, il ne va pas forcément être plus réduite. Ça aussi, c'est quelque chose, on a eu beaucoup de questions sur ce côté-là, en disant mais la diffusion va peut-être réduire la température foliaire, etc. Ce qu'on s'est rendu compte, ce n'est pas ça, c'est qu'entre 2 plantes côte à côte, la lumière sera plus homogène. Mais par contre, vraiment, le côté réduction de la température foliaire, on va l'obtenir uniquement si on a moins de transmission. Parce que c'est la transmission qui va dicter l'énergie de la lumière en watts mètre carré qui va être donnée aux plantes. Donc, plus vous aurez une forte transmission, plus vous aurez chaud dans votre serre. Et la diffusion ne va pas permettre de réduire cette température foliaire, juste de la lisser finalement. Donc c'est pour ça qu'on a vu une température foliaire plus fraîche
mais uniquement sous plastique diffusant. Et on l'a vu, un plastique diffusant qui avait 10% de transmission en moins qu'un plastique transparent. Donc, une température foliaire, quelque part, plus homogène sous ces revêtements qui sont diffusants. Voilà pour la partie vraiment générique sur l'impact qu'on a pu montrer de la diffusion sur les abris. Donc maintenant, je vais passer la parole à Alexandre Burlet, donc de la Sérail, qui va vous présenter du coup les résultats agronomiques en culture de maraîchage. Bonjour à tous, donc, je suis Alexandre Burlet, chargé d'expérimentation à la station Sérail. Et donc maintenant, nous allons vous présenter les résultats agronomiques des cultures horticoles et maraîchères que nous avons obtenus dans nos différents dispositifs d'essai. Et je vais commencer par les essais menés à la Sérail sur l'impact de la lumière diffuse. La Sérail est partenaire du projet D-Light et travaille sur les cultures légumières. Nous sommes ici dans une multichapelle en double paroi gonflable qui a accueilli pendant 3 ans une succession de cultures basses au printemps et à l'automne et des cultures hautes qui étaient de la tomate. Actuellement, nous sommes devant une culture de tomate qui a été plantée mi-avril et nous sommes actuellement en pleine production. Nous avons testé 3 modalités dans ce projet. Une modalité témoin en double paroi, double plastique UV transparent, une modalité double plastique diffusant UV transparent et une modalité mixte avec un plastique diffusant positionné à l'extérieur de la chapelle et un plastique témoin à l'intérieur. Suivi de température, de DLI, d'irrigation, des mesures de physiologie et des rendements ont été effectués sur toutes les cultures du projet en ne contrôlant à chaque fois que la planche centrale pour éviter les effets de bordure. Le dispositif testé à la Sérail était le suivant. Donc, on était sur 3 chapelles en double paroi gonflable avec une modalité témoin avec 2 films plastiques transparents que nous avions ici matérialisés en bleu à la chapelle 6. Une modalité diffusante constituée de 2 films diffusants matérialisés en vert dans ce schéma et positionnés en chapelle 4. Et puis une modalité mixte où nous avions un film diffusant qui était positionné à l'extérieur, donc tourné vers le ciel, et un film transparent à l'intérieur de la serre. L'objectif était de mesurer l'intérêt d'un plastique diffusant sur une succession de cultures maraîchères dans le cadre d'exploitations diversifiées. C'est les exploitations représentatives de la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de voir l'impact du film diffusant à la fois sur des cultures donc, estivales, les cultures hautes, type tomates, et sur des cultures basses qu'on produit à l'automne, à l'hiver et au printemps, des cultures feuilles. Donc l'assolement était le suivant. Nous avons démarré le projet avec une laitue à l'automne, en sachant que l'été a permis l'installation des films sur la serre. Nous avons continué donc au printemps 2020 avec une laitue, suivie d'une tomate. On a enchaîné avec une culture de mâche. On a planté en fin d'année 2020 un épinard. On a récolté 3 fois en fin janvier, fin février, fin mars 2021. On a repositionné une tomate pour avoir 2 années avec des résultats tomates. Et en ce moment, nous finissons, il y a une culture de laitue en place. Donc, le dispositif, pour chaque culture, nous avions ce dispositif-là, c'est-à-dire 3 planches de culture par abri, par modalité, constituées de 2 planches de bordure, afin de ne pas avoir d'effet de bordure et d'effet notamment des plastiques positionnés sur les chapelles adjacentes. Et donc, une planche centrale qui a servi à réaliser les notations et le suivi de culture, qui était découpé sur la longueur en différents blocs. Donc oui, pardon, les planches de bordure ont été cultivées pour avoir vraiment une ambiance générale sous chaque chapelle. Au niveau de l'intensité du spectre lumineux, donc les graphiques suivants reprennent la transmission de la lumière sous les différentes modalités de film plastique, ainsi qu'à l'extérieur de la serre. Et donc, on voit bien qu'il y a une transmission de la lumière plus importante sous la modalité double transparent,
par rapport aux autres plastiques testés. Donc, c'est les diagrammes qui sont ici, métallisés en jaune pour tous les spectres, donc qui est légèrement supérieur, mais qu'on n'a pas de modification du spectre lumineux ni de la qualité de la lumière dans les différentes modalités testées. Au niveau des caractéristiques des films plastiques, donc je vous ai remis ici donc, les résultats des films analysés par le laboratoire Lightlab. Donc je vous ai mis les mesures d'ortiscateur. Donc nous avons un double transparent, donc le témoin, avec 36% d'ortiscateur, et un double diffusant qui monte à 90%. Donc on a bien une très bonne distribution spatiale de la lumière sous le double diffusant. Je vous ai mis les deux diapos suivantes. C'est pour reprendre les mesures de DLI, c'est-à-dire la somme de lumière disponible pour la plante sur une journée, donc mesure adaptée à la croissance des plantes, comme présenté précédemment par Oscar. Donc là, on a le DLI mesuré en été, sur des semaines allant de 18 à 37, donc de début mai à mi-septembre. Et ce qu'on observe, donc ça c'était pour l'année 2020, on observe une perte de transmission lumineuse de moins 20% sous la modalité double diffusant par rapport à la modalité témoin double transparent. Et donc nous avons moins 10% pour la modalité mixte. Le même schéma, donc, mais pour les cultures d'automne, donc là c'est sur la culture de mâche en 2020. Donc sur les semaines allant de la semaine 39, donc fin septembre, à la semaine 46, mi-novembre. Et on obtient la même perte de transmission lumineuse sur ces mois automnales que celle observée en plein été. Au niveau maintenant des résultats vraiment culture, donc je vous présente ici, en synthétisant sous ce tableau, le suivi de culture tomate réalisé en 2021. Donc, ce qu'on a observé, c'est une perte de précocité une précocité observée plutôt sur la modalité de témoin, double transparent. On n'a vu aucune incidence sur le taux de floraison, mais on a bien un taux de nouaison qui est plus faible sous le double diffusant, avec un nombre de bouquets au 16 juin 2021, moins important sur le double diffusant. Par contre, on a un nombre de fruits dès le deuxième bouquet qui est un peu plus conséquent sur la modalité double diffusant et mixte. Donc là, les résultats indiqués quand il y a un plus et un moins, c'est bien des résultats significatifs à 5%. Cela se traduit au niveau donc, du graphique suivant qui représente le rendement cumulé total, avec l'évolution semaine par semaine. On observe bien donc, une perte de précocité avec un début de récolte décalé d'une semaine sur la modalité diffusant et sur la modalité mixte par rapport aux témoins. Par contre, dès 3 semaines de récolte, donc dès la semaine 31, on observe plus de tomates récoltées pour la modalité double diffusant et mixte. Et non seulement il y en a plus, mais en plus, c'est des plus gros calibres. Elles sont significativement plus importants. Et donc, ça se traduit par cette hausse de rendement sur ces deux modalités-là. À savoir qu'on n'a réalisé aucun blanchiment sur notre chapelle témoin. Et donc, peut-être qu'on avait une transmission de lumière trop importante dans le témoin qui pénalise un petit peu cette modalité. Ces résultats sont les mêmes qu'observés en 2020. Et donc, on avait également le même gain de rendement pour le double diffusant. Donc, sur les cultures de tomates qu'on a testées dans le cadre de nos essais, et dans les conditions de la serraille en double paroi gonflable, la diffusion de la lumière sur une culture haute permet un gain de rendement. Par contre, si on recherche plutôt de la précocité, c'est impactant en début de culture. Ce tableau suivant reprend les résultats synthétiques donc, des différentes cultures de l'assolement légumes-feuilles en printemps, automne, été.
automne-hiver, pardon. Et donc là, c'est des résultats qui sont plutôt inversés. On a plutôt un double diffusant qui semble pénalisant, avec, dans la majorité des cas, une perte de précocité, qui peut se traduire par aucune incidence à la récolte. C'est le cas de l'épinard qu'on a cultivé au printemps. À savoir que l'épinard, sur cette culture d'épinard, nous avions fait 3 récoltes. Donc la première date de récolte était très pénalisée. Par contre, ça s'est rattrapé sur les 2 suivantes. Donc ça, c'est quand même à prendre. Il faut faire attention à ces résultats, puisque du coup, toutes les années ne sont pas propices à faire 3 récoltes d'épinards. Donc ça aurait pu être beaucoup plus pénalisant. En culture de mâche, on n'a vu aucune incidence. Par contre, sur les salades, donc sur les laitues type Batavia verte, on a vu des incidences en termes d'une perte de précocité qui s'est traduite en perte de poids frais au moment de la récolte, sous le double diffusant. Et par contre, des résultats alors, un peu inversés sur des feuilles de chêne rouges, plutôt un meilleur comportement sous le double diffusant. En tout cas, dans nos conditions de culture en Auvergne-Rhône-Alpes, la modalité mixte semble être la meilleure modalité. Donc, en conclusion de ces 3 ans d'expérimentation de films plastiques en double paroi gonflable, on observe un effet positif du double diffusant sur les cultures hautes palissées, cultures de tomates produites en plein été, avec sans doute donc, une meilleure pénétration de la lumière sur tous les étages de la plante. Donc cet effet, je le rappelle, a été d'autant plus marqué que notre témoin n'a pas été blanchi. Donc peut-être que notre témoin et aucune des modalités n'a été blanchi. Donc le témoin a peut-être été pénalisé par rapport à ça. Mais par contre, en résultat en culture feuille, en culture basse, des résultats plutôt défavorables, avec plutôt des pertes de précocité et des pertes de poids frais au final. Donc, dans les conditions climatiques au Auvergne-Rhône-Alpes et les conditions d'essai de la séraille en double paroi gonflable, la meilleure modalité nous semble être la modalité mixte dans notre essai, à savoir que ce choix de montage réalisé à la séraille n'est peut-être pas le montage idéal, d'après des résultats du laboratoire Light Lab. L'inverse de ce qui a été réalisé à la séraille, c'est-à-dire un film diffusant positionné à l'intérieur de la serre et un film transparent à l'extérieur, côté ciel, aurait permis une meilleure transmission lumineuse tout en diffusant la lumière comme un double diffusant. Donc voilà, ça semble être sans doute le meilleur compromis si on est en double paroi gonflable dans nos conditions de culture. Voilà pour la partie maraîchage. Je laisse la parole maintenant à Oscar pour la partie fleurs horticoles en Bretagne. Très bien, merci Alexandre. Donc ici à la Steppe, donc en Bretagne, on a travaillé sur aussi des couvertures plastiques, mais à simple paroi. Donc ça, la différence avec donc ce qu'il était fait donc au sérail. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc c'était on a fait donc ces essais sur 3 ans. On voit ici donc le dispositif avec les 4 couvertures qui sont donc évaluées ici, donc sur des tunnels d'environ 60 mètres carrés. Donc vous voyez d'abord donc le tunnel, le couverture témoin, donc c'est en fait une bâche classique de type maraîchère, hein, mais d'une épaisseur de 180 microns. Oui. Ensuite, on a une couverture on va appeler claire, donc une couverture une bâche lumière transparente, mais c'est aussi, ce qu'on a mesuré, c'était aussi une bâche UV transparente. Donc, on risque quand même, dans les résultats, d'avoir aussi une influence de l'UV sur la culture. Ensuite, on a une couverture diffuse, donc c'est une couverture, donc une bâche lumière diffusante, et donc aussi avec cette particularité qu'une partie de l'UV est donc aussi
transmis sur les cultures. Et ensuite, on a utilisé donc une peinture très technique donc, qui s'appelle Optifuse. Donc, c'est une peinture, on applique sur la bâche, donc sur une bâche témoin. Et donc, c'est une peinture qui a aussi la particularité de diffuser la lumière dans la culture. Et donc, on a appliqué donc, la peinture selon les préconisations du fournisseur. Prochaine slide. Donc, ici, vous voyez les caractéristiques. Donc, les caractéristiques par rapport aux couvertures testées ici. Simple paroi. Donc, vous voyez d'abord que l'intensité lumineuse est la plus importante sur le tunnel clair. Donc, ce n'est pas très surprenant. Et sur le tunnel Optifuse, on a une intensité qui est la moins importante. Donc là, on peut quand même intervenir en dosant, en appliquant, par exemple, le produit à plus faible concentration. Donc là, on peut donc mieux affiner, en fait, le taux de diffusion, ce qu'on aimerait donc apporter sur le tunnel. Mais ici, on a donc utilisé une dose qui était donc préconisée et ça nous a donc ça a donné ces résultats. Donc, c'était une intensité de lumière sous tunnel le moins importante. Ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'on a mesuré le spectre pour être sûr que les effets qu'on va avoir sur les cultures sont aussi liés au spectre ou pas. Donc ici, on voit que le spectre sous les 4 différentes couvertures sont comparables. Prochaine slide. Donc ici, donc, les résultats des analyses au niveau du Light Lab de l'Université de Wageningen. Donc là, vous voyez donc la transmission hémisphérique qui est un peu près comparable entre Optifuse témoin et clair, qui est un petit peu moindre pour la couverture diffuse. Au niveau de Ortiscater, on voit que la couverture diffuse est le plus importante, avec un ortiscater de 90% à peu près. Et ensuite, l'Optifuse, qui a aussi un ortiscater qui est assez important. Et ensuite, on a les témoins et les clairs qui ont à peu près le même ortiscater. Donc là, on voit donc au niveau transmission hémisphérique et ortiscater que le témoin et le clair se ressemblent. Prochaine slide. Donc, on a testé différentes cultures, comme chez les producteurs. Donc, on a une culture de printemps-été, donc en 2020 et 2021. Donc, on a testé différentes taxons de plantes fleuries, Gerantum, Osteospermum, Petunia, Verbena. Et on a aussi testé 3 espèces de plantes potagères, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de producteurs de plantes en pot qui produisent des plantes de légumes à destination de jardinerie. Donc, dans ce cas, on a testé les jeunes plantes de tomates, laitues et choux. Et ensuite, sur automne, la culture été-automne, c'était en fait des chrysanthèmes de la Toussaint. Donc, 4 variétés, ce qu'on a testé en 2019, 2020 et 2021. Donc, vous voyez un petit peu ici aussi les dispositifs, donc sous les différents tunnels. Prochaine slide. Donc, qu'est-ce qu'on a mesuré? Quelles variables on a mesurées sur les différents tunnels pour comparer en fait les couvertures? Donc, d'abord, volume de la plante. Donc, on a pris hauteur de diamètre pour en fait calculer le volume de la plante. Donc, ce sont des diamètres. Donc, ça, c'est le volume de la plante. Après, on a aussi donc mesuré la concentration de chlorophylle, donc avec un appareil MC100 de Apogée. Donc, ce sont des mesures directes sur la même feuille dans chaque tunnel. On a aussi mesuré la température du feuillage avec un infrarouge mètre. Et donc, on a fait ces mesures dans une période dégagée et très lumineux.
Bon, aujourd'hui, on sait que c'est très important de mesurer surtout la température au niveau de la feuille, qui peut être complètement différent de la température d'ambiance dans un tunnel. Donc, on a privilégié donc surtout de tester, de mesurer la température du feuillage. Ensuite, précocité et la floraison, aussi un critère très important pour nos producteurs, et une appréciation de la qualité de la plante finie après. Donc, une évaluation faite par un œil expérimenté. Et ensuite, poids frais des parties aériennes. Et donc, on a aussi mesuré le climat et les caractéristiques de la lumière sous le tunnel, ce que vous avez déjà vu auparavant. Prochaine slide. Donc ici, vous voyez le DLI, ce qu'on a mesuré en période de printemps à gauche et en 2020 et en 2021 à droite. Donc, on a donc constaté que le DLI en 2020 était plus élevé qu'en 2021, déjà, au printemps. Et on voit aussi qu'en 2020, il y a moins de DLI sous tunnel Optifuse et Diffuse par rapport pendant les jours très ensoleillés. Et il y a une perte de luminosité d'environ 15% sous la couverture traitée avec Optifuse. Donc, vous voyez que, en fait, la perte de luminosité sous tunnel traité avec donc, la peinture Optifuse et en 2021 était quand même assez importante. À savoir qu'il est possible que c'était aussi lié à l'application de la peinture. Donc, en 2020, on a chaque fois appliqué la même dose, mais on peut, lors de l'application, on peut avoir sur certains endroits du tunnel une couche un petit peu plus importante que prévu, ce qui peut expliquer en fait la différence entre 2020 et 2021. Prochaine slide. Donc ici, vous voyez le DLI sur les cultures de chrysanthème en 2020 et 2021. Donc à nouveau, on voit une perte de transmission lumineuse avec les couvertures Optifuse et Diffuse, et donc notamment lors des jours très ensoleillés. C'est ça ce qui est caractéristique en fait les couvertures diffusantes, c'est que les différences avec une bâche ou avec une couverture classique est souvent affiché, est souvent très différent dans des périodes très ensoleillées, ce qu'on voit donc aussi un petit peu ici. Prochaine slide. Donc, les synthèses des résultats. Donc d'abord, sur la culture de printemps 2020, donc, vous voyez donc les flèches vers le haut. Donc, ça montre en fait une augmentation, par exemple, de la température des feuilles. Donc, vous voyez ici les 5 ou les 6 différentes variables, ce qu'on a donc mesuré. Et ensuite, les flèches indiquent en fait dans quelle modalité de couverture on a constaté soit une augmentation ou une baisse du phénomène. Donc, par exemple, la température de feuille, on voit bien sûr ici la température de feuille est plus élevée sous tunnel clair et plus faible sur tunnel Optifuse. Donc, ce sont des mesures qu'on a effectuées lors des jours très ensoleillés. Donc là, on voit donc clairement que les températures de feuilles sont plus élevées donc, sur les plantes sous tunnel clair. Ça peut être une inconvénience quand la température atteint un niveau trop important que la plante commence à montrer des signes de stress. Donc, on voit donc ce phénomène beaucoup moins ou pas du tout sur les couvertures diffusantes. Ensuite, on voit d'autres phénomènes apparaître, mais par exemple, au niveau volume de la plante, on voit très peu de différence en fait. Donc, ça, c'est un petit peu assez compliqué quand on a différentes cultures
sous les couvertures, qu'on a donc mesuré un volume de plantes qui montre en fait peu de différence entre les couvertures. Et ce qu'on a observé aussi, c'était que les résultats, ce qu'on a obtenu, c'est très taxon spécifique, ce qui est quand même assez compliqué pour évaluer l'effet sur la culture horticole. Prochaine slide. Donc, c'est la culture de printemps 2021. Donc, on voit aussi, les différences de température de feuilles sont moins marquées, ce qui est plutôt lié au fait qu'il y avait donc moins de jours ensoleillés. On voit aussi un volume de plantes et un taux de chlorophylle et une floribondité plus élevé sous les couvertures claires et on peut se demander si ces effets sont uniquement liés à la transparence des couvertures, ou est-ce qu'il y a aussi un effet UV qui est lié à ces observations. Et à nouveau, on voit donc dans la culture de printemps de 2021 que les effets, ce qu'on constate, qui sont très, très contradictoires entre les taxons, donc que les effets sont quand même très taxon spécifiques. Prochaine slide, s'il vous plaît. Quand on observe la culture de Toussaint, donc notamment le chrysanthème, à nouveau, je pense qu'on a un effet qui est combiné, hein, UV et lumière diffuse. Ce qu'on voit quand même, c'est que sous tunnel diffuse et tunnel clair, on a donc des plantes avec plus faible poids frais, donc en 2020. Et quand on observe donc le poids frais en 2021, on voit quand même des résultats qui sont un petit peu incohérents. Et on voit que sur la variété Corto et Sultan, les résultats en 2020 sont assez similaires, mais entre les années, on voit quand même des résultats qui sont difficiles à expliquer. Prochaine slide. Par rapport donc en 2019, on a donc constaté très peu de différence entre les différentes couvertures. En 2020, on a des volumes de plantes moins importants sous les tunnels diffus et clairs, donc ce qui peut aussi donc être lié par rapport à la transparence par rapport à UV. Et en 2021, comme vous voyez ici, on a vu très peu de différence entre les différentes variétés, entre les différentes couvertures avec les tests des 4 variétés. Donc, finalement, les résultats, ce qu'on a obtenu ici sur plantes en pot sous les différentes couvertures sont assez difficiles à expliquer. Prochaine slide. Volume de plantes ici, encore une fois. Ici, donc, on voit uniquement donc, les variétés sur lesquelles on ne voit pas très peu de différence en 2020 et plus de différence en 2021 entre les couvertures. On voit quand même que sous tunnel diffuse, le Yahoo est beaucoup plus compact, tandis que la variété Scooter est comparable avec le témoin. Donc à nouveau, on voit que les résultats sont très variétés spécifiques. Prochaine slide. Alors, on peut quand même tirer quelques conclusions par rapport aux cultures horticoles sous les tunnels à simple paroi. Donc, par rapport aux cultures de printemps, on a donc un DLI cumulé en 2021 qui est plus faible et des durées de culture qui sont un petit peu plus courtes. Et donc, ça peut être une explication pour les résultats moins marqués entre les couvertures en 2021. Après, on a observé que l'effet lumière diffuse est taxon spécifique. On a quelques hypothèses pour pourquoi la couverture diffusante aura plus d'effet. Donc, je pense qu'on peut avoir plus de résultats
avec la lumière diffuse dans les régions plus ensoleillées. Ici, en Bretagne, on a quand même beaucoup de jours nuagés, donc un ciel nuagé. Dans un ciel, on a donc aussi une lumière qui est déjà diffuse. Donc, c'est assez logique que dans cette période, on peut beaucoup plus difficilement mettre en évidence l'effet des différentes couvertures qu'on a testées ici. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup plus de résultats avec donc les couvertures diffusantes dans les productions avec une durée de culture plus longue. Donc, Alexandre a déjà montré sur une culture de tomates qu'ils ont trouvé des résultats qui sont quand même assez intéressants, tandis qu'ici, en culture horticole, on travaille souvent avec des cultures entre 3 et 4 mois, donc peut-être pas assez suffisant pour faire sortir en fait des effets très clairs de la lumière diffusante. Par rapport au chrysanthème de Toussaint, on a un DLI cumulé en 2021 qui est plus important, 10% plus important que par rapport à 2020. On a un effet lumière diffuse qui est très variété spécifique et on n'a pas trouvé de lien entre davantage de l'ensoleillement et les effets des couvertures diffusantes. Donc, d'où, je pense, l'intérêt d'utiliser ces couvertures diffusantes, surtout dans des régions avec plus de jours, avec donc plus d'ensoleillement dans ces régions. Prochaine slide. Donc, je passe par la parole à David pour la dernière partie du résultat. Oui, merci. Merci Oscar. Donc en effet, donc dernière partie donc sur le travail qu'on a fait à la station du Râteau. Donc là, on repart du Pass de la Bretagne pour arriver en Auvergne-Rhône-Alpes, où là, nous, on travaillait vraiment sur le modèle serre en verre et de voir l'impact de la diffusion. L'expérimentation horticole du Râteau. Ici, nous nous trouvons dans la serre qui nous a permis d'étudier la lumière diffuse à travers des verres ou des écrans d'ombrage, comme vous pouvez le voir derrière moi. Pendant 3 ans, nous avons alterné des séries de cultures de printemps, automne ou hiver, par exemple sur des ostéospermums, des chrysanthèmes ou encore des pervenches. Sur chaque série de cultures, nous avons mesuré la lumière dans la serre, la répartition et la quantité de lumière, et des mesures agronomiques représentant la qualité du végétal, comme par exemple les hauteurs, diamètre, etc. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à réaliser la notation finale sur la culture de printemps et nous reviendrons vers vous pour vous présenter les résultats. Donc, la première chose qu'on a travaillé, c'est sur les écrans d'ombrage donc mixtes. Donc, c'est, comme je le dis tout à l'heure, c'est les écrans où on cherche à avoir, en fait, à convenir à la référence, c'est la toile numéro 1, donc une toile avec un ombrage assez important, et une toile donc aluminisée. Ça, c'est la référence qu'on a chez beaucoup de producteurs. Cette toile-là, qu'on a analysée en laboratoire, on s'est rendu compte qu'elle avait déjà un orticicateur de 46%. Donc, ce qui est logique, hein, parce que si on revient à la définition de la lumière diffuse, la lumière va rencontrer un obstacle, ici une toile, et du coup, elle va être diffractée. Donc, même une toile qui est une toile pas forcément diffusante, hein, une toile classique, va déjà diffuser la lumière à près de 46%. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est comparer en fait des nouvelles un peu générations de toiles, qui est la toile numéro 3. Donc, ce sont des toiles qui sont plutôt en plastique. Et on va avoir une diffusion beaucoup plus importante. Ils appellent ça, souvent, c'est même la dénomination est écran d'ombrage diffusant. Donc, c'est une toile qui va être ici, on a pris un orticicateur à 83%. Donc presque 40% de plus que cette toile de référence. Et on a essayé de se rapprocher le plus possible en termes d'ombrage. Donc là, on est sur une toile qui a un ombrage de 67%. Donc ça, c'est les toiles qu'on a comparées. Et pour essayer de répondre un petit peu à la question de si j'augmente ma diffusion, est-ce que je peux augmenter ma transmission lumineuse? Donc on en revient à chaque fois à ces deux notions. On a pris une toile qui est en fait une même gamme dans la toile diffusante. On voit que c'est la même formulation, le même travail. Hein, c'est des toiles avec des zones de bandes blanches et des bandes transparentes. Ici, les bandes blanches sont plus limitées. Donc, c'est une toile qui va avoir un ombrage de 47% et toujours une forte diffusion. Donc, on a étudié ces 3 types de toiles, ces toiles motorisées, donc, qui sont déclenchées sur un même seuil en termes de protection des cultures. Un même seuil, donc basé en watts mètre carré, qui venait se déployer sur les cultures. Donc, le premier test qu'on a fait, c'était au printemps, sur des cultures, plusieurs types de cultures, notamment Pélargonium et Ostéospermum, donc des cultures de plantes de printemps qui demandent beaucoup de lumière quand même. Ce qu'on s'est rendu compte déjà, c'est qu'entre la toile numéro 1 et la toile numéro 3, donc le témoin et la toile diffusante, on avait une même somme de lumière.
Donc, ça confirme bien que le côté transmission était homogène. Par contre, sur cette toile numéro 3, on a une transmission qui était plus importante. Donc, quand la toile se déployait, on avait une meilleure diffusion de la lumière. Ce qu'on a observé, c'est aucun résultat au niveau de nos cultures entre cette toile numéro 1 et cette toile numéro 3. Et quand on a regardé un peu les résultats, finalement, on se rend compte que notre toile mixte, elle va être déployée sur la culture uniquement 20% du temps lors d'une journée, enfin lors d'une saison. Donc là, c'est une saison du mois de mars jusqu'au mois de mai, en moyenne, pour protéger du coup les plantes du soleil, et uniquement un fonctionnement pendant 20% du temps. Donc la lumière va être diffusée dans cette toile numéro 3 de manière supérieure à la toile numéro 1, mais uniquement pendant ce laps de temps, qui finalement n'est pas beaucoup. C'est peut-être ça qui explique qu'on n'a vu aucune différence sur nos cultures. Et sur la toile numéro 2, qui avait aussi une forte diffusion et un ombrage un peu supérieur, on a également observé aucune différence. Donc ça, c'est sur des cultures de printemps. Maintenant, quand on a regardé sur des cultures de cyclamen, donc c'est des cultures qui commencent au mois de juin jusqu'à novembre, la complexité, c'est que sur ces cultures-là, elles sont quand même des cultures qui sont assez sensibles au soleil. Donc, il faut pouvoir les protéger de manière importante au niveau du rayonnement sur la partie estivale. Donc là, c'était en 2020. Donc, c'est quand même une année avec on a eu une bonne canicule dans la région. C'était sur une serre, la même serre en verre. On n'a pas blanchi la serre. Donc, on est vraiment resté sur un fonctionnement uniquement des toiles d'ombrage. Donc là, encore une fois, ce qu'on peut voir entre la toile numéro 1 et la toile numéro 3, on a augmenté la diffusion sur la toile numéro 3, on a des cultures qui sont identiques en fin de saison. Donc la qualité de culture était encore une fois identique. Donc ce qui, encore une fois, argumente que sur une toile d'ombrage qui doit avoir ces deux fonctions, le fait qu'elle soit diffusante ne nous a pas amélioré au niveau qualitatif. Et par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est la toile numéro 2, donc qui a un ombrage inférieur, mais une forte diffusion. Et bien, on voit que sur cette toile-là, malgré ce côté diffusant, on a eu des brûlures foliaires qui étaient beaucoup plus importantes. On a presque plus du double en termes de brûlures foliaires sur le cyclamen. Donc, c'est lié, on pense, parce que le mois de juin était très chaud. Donc, on avait quand même eu des DLI donc, sur la journée qui étaient assez importants, près de 20. Donc, peut-être trop important pour du cyclamen dans nos conditions de culture. Donc, ce qui illustre bien que la diffusion ne fait pas tout et ne remplacera pas une réflexion sur la diffusion. Si vous avez des plants du coup, qui ont besoin de protéger au niveau de la lumière, notamment en été, la diffusion ne va pas remplacer complètement le paramètre de la transmission. Et c'est bien deux choses qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est que nous, dans notre toile numéro 2, on a eu une qualité de plante qui était un peu inférieure, ce n'était pas catastrophique. Mais en fin de saison, on a pu voir que le cyclamen était quand même beaucoup plus compact et un peu plus stressé que le cyclamen qui était cultivé sous les deux autres toiles. Donc, au niveau des écrans, le bilan qu'on peut faire, c'est que l'écran mixte, comme on peut se servir en horticulture, quand il y a un seul système d'écran, va être déployé une faible partie du temps pour des cultures de printemps notamment. Que les écrans, dans tous les cas, n'importe quel écran fait obstacle à la lumière et va donc sera déjà diffusant. Donc pour nous, sur ces typologies d'écran-là, on ne pense pas que le critère diffusant est un critère primordial à prendre en compte lorsqu'on va faire un choix sur un écran d'ombrage, enfin un écran thermique. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le critère principal. Je pense qu'il faut rester sur des critères de résistance et de thermicité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces écrans-là, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, ils répondent à une gamme d'ombrage beaucoup plus large. Donc, on va pouvoir avoir des écrans qui vont avoir des ombrages de 25 jusqu'à 75%. Donc, pour certaines cultures, si un producteur cultive plutôt sur une saison printemps, très peu sur l'automne, ou si par exemple le producteur va blanchir en été, il peut travailler sur une toile de ce type-là, comme on voit celle de gauche, qui est une toile qui aura un ombrage plus faible, donc il sera très bien pour des plantes de printemps. On pourra faire rentrer beaucoup de lumière, protéger la culture. Et l'été, si on peut venir avoir un petit complément de protection, type un blanc, un cholage qu'on pourrait faire sur la serre, ça pourrait être un très bon complément en termes techniques. Voilà pour la réflexion sur les écrans, donc les écrans mixtes. Maintenant, on a également étudié donc, le verre diffusant, donc le fameux verre diffusant qu'on a vu tout à l'heure, à 0% ici ou à 25-30% d'ortiscateur. On a fait sur ces serres-là plusieurs cultures pendant toute la saison, enfin pendant plusieurs années. On avait une fermeture des écrans, on avait un écran identique entre ces deux compartiments et un arrosage qui était également identique. Que ce soit en sub-irrigation ou en goutte à goutte, on a essayé des pots de plus petit volume, des pots plus gros, on a essayé beaucoup de types de plantes. Je rappelle également, et ça c'est important, c'est qu'on a la même transmission lumineuse. Donc là, ce que je vais vous présenter, il y a uniquement ce paramètre-là, ortiscateur, qui change, et c'est la même somme de lumière que la plante a reçue dans la journée. Ce qu'on a pu voir sur une culture de printemps, donc sur Dipladenia, Pelargonium, Ostéospermum, Catharanthus également, sous les modalités verre diffusantes,
on a eu dans 63% des cas, on a observé une amélioration de la qualité de nos productions, que ce soit un nombre de fleurs, un diamètre, un volume, une masse. Donc, tous les critères qualitatifs qu'on peut avoir en horticulture, dans 63%, ils ont été augmentés dans le cadre du verre diffusant. La précocité également a été avancée d'une semaine pour la majorité des espèces. Donc ça, c'était pour des cultures du mois de mars jusqu'au mois de mai. Pour d'autres séries de cultures, plutôt à dire sur la seconde partie, donc de mai à juin-juillet, on a également eu une amélioration des critères qualitatifs, mais dans à peu près 40% des cas. Et également cette précocité toujours supérieure, notamment pour la Catharanthus, pervenche de Madagascar, que vous voyez en photo, qui était une très bonne plante modèle, qui réagit très bien à la lumière diffuse. Donc ici, vous avez 3 variétés, 3 cultivars différents. Donc là, en violet, qui ont été sous lumière transparente, et ici, sous lumière diffusante. Et vous voyez vraiment le côté floraison, l'intensité de la floraison qu'on a pu avoir sous ce verre diffusant, et encore une fois, avec la même somme de lumière apportée à la plante. Donc finalement, sur le verre, ce qu'on a pu voir, c'est que pour une même transmission lumineuse, la diffusion, mais cette fois-ci, à la différence des écrans, la diffusion en continu de la lumière, toute la journée, et bien dans 50% de nos cas, ça c'est du coup le résultat de 2 ans d'expérimentation, on a amélioré la qualité des cultures horticoles, qui sont des cultures très basses, vous avez pu le voir, donc on est resté sur des cultures maximum 30 cm de hauteur. Et sur ces végétaux-là, une diffusion dès 25 à 30% d'hortiscateurs a déjà un effet très intéressant. Une petite également analogie à un autre essai qu'on a pu faire, cette fois-ci en pépinière, donc sur une serre, sur un tunnel plastique, où là, c'est des choisies alternata qui ont été cultivées, donc des cultures plutôt longues, où cette fois-ci, on a appliqué une peinture diffusante en semaine 12, et un témoin, on n'a appliqué aucune peinture diffusante dessus. Donc là, c'est un peu comme le verre. Une fois que la peinture est appliquée, on a une diffusion en continu de la lumière. Et bien, on a pu voir sur ces choisias-là, donc là, c'est un essai qu'on a fait chez un producteur, le volume des plantes a été augmenté. On a augmenté également la répartition des plantes dans les meilleures classes qualité, et la culture était plus homogène. Donc, on confirme vraiment que cette diffusion sur une longue durée a un effet également au niveau de ces plantes-là, et sur des plantes qui sont quand même cette fois-ci un peu plus hautes, on est presque à 50-60 cm de hauteur. Voilà pour ces différents états par rapport au programme D-Light. David, juste une question de quelqu'un qui a demandé par rapport aux capteurs pour réguler ou pour contrôler les écrans dans la serre. Les capteurs sont placés à l'intérieur ou à l'extérieur? Dans le cas des écrans, ici, on s'est basé sur un capteur extérieur. Donc, c'était une intensité en watts mètre carré qui évolue pour nous entre 700 et 900 watts mètre carré avant le déploiement de l'écran. Donc là, sur le déclenchement, la lumière était à l'extérieur, la sonde était à l'extérieur. Et après, on a fait un enregistrement de la lumière vraiment perçue par la plante sous les écrans. OK, merci. Donc, petit exercice maintenant de conclusion sur l'effet de la lumière diffuse. On a essayé de faire une conclusion assez générale. On se rend compte qu'on n'y arrive pas. C'est très compliqué, du coup, la lumière diffuse va avoir vraiment quelque chose va avoir une spécificité à chaque fois pour les différents types de cultures, les différentes régions. Ce qu'on peut dire, c'est que la diffusion permet de mieux répartir la lumière dans la serre, ça c'est vrai. D'homogénéiser également les températures foliaires, on l'a vu. Ce qui peut, pour nous, l'hypothèse du fonctionnement, c'est que ces conditions-là vont donner des conditions de culture plus stables pour la plante, en termes de lumière, d'accès à la lumière, en termes de température et d'irrigation. Et le lien qu'on fait, nous, également avec la recherche, ça montre que la plante aura une activité, en fait, en termes de photosynthèse beaucoup plus stable dans le temps, notamment liée à l'activité des stomates, qui sont des organes sous la feuille qui vont réguler donc, les échanges d'air avec l'atmosphère. Et ben, on se rend compte que sur des plantes, en fait, ce fonctionnement-là est très dépendant de la lumière. Donc, apporter une lumière plus homogène dans le temps permettrait d'avoir des plantes qui ont un fonctionnement plus homogène. Et on observe, c'est ce qui pour nous pourrait expliquer ce gain agronomique qualitatif, enfin agronomique qu'on pourrait avoir notamment en tomates, et ce gain qualitatif pour l'horticulture. Mais ça va être uniquement vrai dans certains cas. Le premier cas, c'est qu'il faut dans tous les cas, on en revient à ça, c'est avoir une transmission adaptée. On a pu le voir, notamment sur la partie sérail, culture légumière en hiver. Et ben, dans certaines cultures, si la diffusion elle est faite au détriment de la transmission, on aura un effet négatif. Donc, la diffusion n'aura pas d'apport, et dans ce cas, il faudra mieux privilégier une transmission.
ces résultats-là également sont dépendants des variétés. Par exemple, nous, dans notre essai, la pervenche a très bien marché, mais le basilic, le bégonia, on n'a jamais vu un seul effet de cette lumière diffuse. Et ça rejoint aussi des résultats qui ont été faits aux Pays-Bas, où sur des différents cultivars d'anthurium, eh ben, ils ont montré que la réaction était complètement différente, même au sein d'une même variété de plantes. Donc, ça vraiment, ils ont fait le lien avec ce fonctionnement photosynthétique de la plante et ces stomates qui vont venir s'ouvrir ou se fermer de manière différente en fonction vraiment de la physiologie du cultivar. Ça va également jouer, on l'a vu, donc, par rapport aux conditions de culture, que ce soit la saison et aussi le côté géographie. Et ça va rejoindre le côté transmission. C'est que si vous avez déjà une lumière qui est diffusée une certaine partie du temps, ça veut dire que vous avez déjà moins de transmission lumineuse. Donc, dans ce cas-là, mettre un film diffusant, par exemple, qui va encore enlever un petit peu de film de transmission, on peut revenir au point supérieur et se dire on aura une lumière pénalisée, donc on aura un effet négatif. Par contre, on a pu voir que dans certaines cultures, notamment sur la partie tomate, eh ben, ce mix d'avoir une très forte diffusion, quelques pourcentages de moins de lumière, eh ben, on a eu des très bons résultats par rapport, pendant 2 ans de suite, sur la partie tomate. Donc voilà ce qu'il faut un peu retenir. Et il y a vraiment un élément important, c'est qu'il faut, dans tous les cas, avant d'atteindre, de réfléchir au niveau caractéristique par rapport à une diffusion, comme vous l'a présenté Oscar, il est très important du coup de pouvoir connaître la transmission dans vos serres. Donc, soit par le biais de vous équiper en termes de capteurs. Il peut y avoir des capteurs qui sont vraiment pas coûteux, même des capteurs de radiation ou même de rayonnement en watts mètre carré qui sont accessibles. Donc, c'est toujours un plus pour vous pour connaître déjà votre lumière que vous avez avant de faire un changement de plastique, d'écran ou de verre. C'est vraiment un point qui est très important pour vous. Pour finir, on voulait juste, avant d'entamer la discussion, vous résumer quelques cas concrets qui correspondent, nous, à des questions qu'on a eues de producteurs, notamment et de conseillers. Donc, on a voulu synthétiser. On a 3 cas concrets, vraiment, où on se rend compte que c'est quelque chose qu'on voulait répondre, du coup, à ces cas-là, dans le cadre de cette présentation. La question qui revient souvent, c'est, avec un film diffusant, du coup, j'ai plus besoin de blanchir. Vous voyez ici, sur cette simulation, une lumière type sur une journée en extérieur. Vous avez ici la lumière qui atteint du coup votre culture qui est lumière extérieure au tunnel, pardon, qui est ici en bleu, sur une journée type en été. Vous avez en rose la lumière transmise sous une serre, sous un film plastique transparent. D'accord ? On l'a vu tout à l'heure, Alexandre vous l'a dit, le film diffusant par rapport à un film transparent va limiter la transmission de 7 à 10%. Donc, hop, ça correspond aussi à la courbe verte. Donc, ça, c'est la lumière qui va atteindre votre culture avec un film diffusant. Quand vous voulez blanchir, souvent, c'est pour quand même avoir un effet sur la température de la serre. Et un effet fort, souvent, c'est une dose qui va permettre un ombrage de 30 à 70% d'ombrage. Et ça correspond finalement, on a fait cette simulation à cette courbe ici en bleu. Donc, vous voyez que la lumière perçue lorsqu'on est venu blanchir ou lorsqu'on a mis juste un film diffusant, et n'a rien à voir. Donc non, un film diffusant ne va pas remplacer un ombrage. Si vous blanchissiez un ombrage, un blanchiment, si vous blanchissiez votre serre avec un film transparent, en été, pour limiter la température, il faudra quand même le faire avec un film diffusant. À la limite, ce que ça peut faire, c'est ce qu'on a pu voir ici, c'est que ça peut retarder un petit peu l'application du blanc. C'est ça qu'on a on a quand même une diffusion qui va venir vraiment limiter les risques de brûlure. On aura également un petit peu moins de transmission. Donc, ça pourra peut-être venir limiter un petit peu, retarder un petit peu l'application. Mais l'effet température que vous allez avoir dans un abri va être lié à la radiation, à la somme de lumière qui va atteindre dans votre abri. Donc, vous voyez ici très nettement qu'un film diffusant ne remplacera en aucun cas un blanchiment qu'on pourra faire sur une serre. Du coup, Alexandre va prendre la suite pour le côté double paroi gonflable. Donc, je reprends la main sur la double paroi gonflable. Si on est dans le cas d'une double paroi gonflable, est-ce que je dois mettre un film diffusant ? Donc, comme on vient de le voir, donc, la double paroi en elle-même déjà limite la transmission lumineuse par rapport à une simple paroi. On a environ 10% de lumière en moins qui est transmise. Donc, l'utilisation d'un double film diffusant peut être intéressant dans certaines régions en été,
Et comme on a pu le voir, nous, à travers nos essais, dans notre région, c'est quand même, ça pénalise fortement la transmission en hiver. On a une perte qui va jusqu'à moins 20% de transmission par rapport à la double paroi transparente. Donc, nous, le mixte dans nos essais apparaissait comme étant le meilleur compromis. Ça permet de limiter légèrement le rayonnement en été, moins 7 à 10% par rapport à une double paroi transparente, et on gagne en diffusion. Donc, est-ce que je dois mettre un double diffusant? Est-ce que je dois mettre un diffusant? Ça serait plutôt, voilà, si je dois en mettre un, plutôt mettre un seul film et garder un film transparent. Et par contre, si l'objectif, c'est vraiment de rechercher la précocité, alors à ce moment-là, il faudra vraiment rester sur un double transparent. On va le voir dans la diapo suivante. C'est OK, un diffusant peut être le meilleur compromis. Par contre, du coup, dans quel sens le monter? Donc là, sur ce graphique, vous avez donc en abscisse pourcentage de transmission, en ordonnée pourcentage d'ortiscateur. On se rend compte que vous avez donc le diffusant, là, le simple diffusant, qui a 90% de diffusion, mais une transmission autour de à peine 70. Nous, le cas de la Serail, donc on avait monté le diffusant sur le transparent, donc c'est celui qui se retrouve, voilà, c'est le point là qui est en train d'être entouré. Donc on a bien une perte de transmission là qui semble assez conséquente et une diffusion qui se rapproche de 75%. Là, en montant le film de manière inverse, on obtiendrait une diffusion autour de 90%, comme un diffusant, comme une simple paroi diffusante, et on gagnerait en transmission pour être à 55% de transmission. Donc, si on devait choisir dans quel sens monter une double paroi gonflable, on préconiserait plutôt un transparent sur le dessus, côté ciel, et un film diffusant à l'intérieur de la serre, pour gagner en transmission tout en ayant une très bonne diffusion. Alors, en essayant de gagner sur les deux tableaux. Voilà, ça conclut un petit peu ce webinaire. Donc, merci à tous de votre attention. Merci à tous les partenaires des supports qu'ils ont pu mettre à notre disposition. Et surtout, merci à l'ensemble des personnes ayant travaillé sur ce projet. Voilà, on reste disponible pour des questions, n'hésitez pas. Et puis donc je rappelle que le webinaire sera disponible en replay, je pense à partir de la semaine prochaine. Merci à tous. On reste disponible du coup pour les questions. Est-ce qu'il y a une possibilité d'échange en live avec nos participants? On va vous laisser aussi nos adresses mail, je pense, dans le... Ah oui, peut-être dans le chat, peut-être. Indiquez nos mails dans le chat, comme ça, si vous avez des demandes plus complètes, on pourra vous y répondre. Si des personnes veulent s'exprimer, effectivement, je peux leur donner la parole. Voilà, mais il faut qu'elles me préviennent ou qu'elles demandent la parole. Donc, il faut lever la main pour ça, c'est ça? Voilà. Oui, Oscar, il y avait une question du coup sur une durée de vie d'une peinture diffusante sur un tunnel. Oui, je pensais que j'avais répondu, mais peut-être ce n'est pas passé. Donc, normalement, on applique les peintures tous les ans. On t'entend plus, Oscar. Avec comment? On les enlève avec donc, des produits dédiés pour le nettoyage. Donc, ce sont les fournisseurs qui fournissent la peinture et le produit de nettoyage en même temps. Désolé, j'ai eu un petit bug. Avez-vous des données sur la couverture? Ah, on n'a pas de données sur la couverture en polycarbonate sur serre. Non, on n'a pas eu. C'est vrai qu'on a peu le cas d'entreprises de ce type-là, enfin de typologie de serre avec ces polycarbonates.
En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe maintenant des polycarbonates aussi un peu translucides et des polycarbonates un peu laiteux. Donc, il y a forcément aussi une notion de diffusion à prendre en compte, mais on n'a pas regardé, non. On n'a pas étudié ce point-là. Après, il y a une demande pour avoir des fiches sur papier ou envoyées par courriel. Tu peux répondre, David, peut-être? Oui, donc là, on va avoir, en même temps que le replay donc, qui vous sera envoyé par mail, du coup, l'équipe du projet a travaillé sur des fiches techniques justement qui récapitulent, il y aura 2 ou 3 fiches sur la lumière en général et sur la diffusion avec tous les indicateurs, notamment haze, ortiscateur à prendre en compte lorsqu'un producteur fera un choix de remplacement. Ça sera diffusé sur le mail avec le replay. OK. Et il y avait en effet une question par rapport au... Non, c'était bon. Je ne sais pas si tu avais répondu, Oscar, sur la question par rapport au parc, parce que j'ai eu un problème de son. Oui. Là. Ouais, OK. Ouais. Et tu as mis ton adresse mail, donc on peut contacter David pour avoir des références, des spectromètres ou des mètres DLI ou des enregistreurs. Je pense que c'était un de nos collègues qui nous a demandé cette information. OK. En effet, il existe aussi des appareils vraiment assez simples, même en termes de watts mètre carré. Pour une centaine d'euros, vous pouvez vous équiper du coup d'un appareil de ce type-là, qui est déjà intéressant pour prendre un peu conscience de la lumière qui passe dans sa serre, notamment lorsqu'un changement de plastique, entre un plastique qui va avoir 7-8 ans et un nouveau plastique, on voit qu'il y a des gros écarts. Donc, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes aussi à s'équiper. Après, vous aussi demander du coup à votre suivi technique, à vos conseillers qui peuvent aussi avoir ce genre d'équipement, qui sont toujours très intéressants à avoir comme information. Après, il y a une demande de quelqu'un sur la partie nord d'une serre vert. Faut-il, à votre avis, mettre du verre clair ou diffusant? Je te laisse répondre, David. Merci, Oscar. Je pense que justement sur la partie nord, c'est là où il y a le moins d'ombre portée. Donc je pense qu'il faudrait rester. Pour moi, c'est pas sur ce côté-là qu'il faudrait mettre du verre diffusant. À mon avis, on est plutôt sur un côté plutôt sud, où c'est là où on aura le plus d'ombre portée finalement dans la serre. Ou sinon, nous, on s'en est rendu compte aussi, on a une proximité d'un hall technique qui est du coup avec des panneaux plus opaques. Et c'est vrai que à proximité de ces zones-là, en mettant un film diffusant, on a un peu moins de liens, du coup, de perte au niveau de ces zones d'ombrage. On a également travaillé ce film, on a testé cette année de mettre un film diffusant et également de la peinture diffusante dans le cas d'une serre photovoltaïque. Donc, ce sont des serres justement avec des panneaux photovoltaïques donc sur toutes les chapelles sud de la serre. Et sur la chapelle qui était au nord, on a mis ce film justement diffusant, enfin au nord. Oui, d'accord, au nord dans l'autre sens de la chapelle, du coup. Là, on a mis un film diffusant et on a essayé aussi de la peinture transparente. On a vraiment pu améliorer, du coup, limiter les ombres portées des panneaux solaires sur les cultures. Donc, on ne l'a pas complètement effacé, mais on a quasiment divisé par 2, je pense, l'importance de l'ombre portée des panneaux sur les cultures. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cet exposé? Oui, une question qui est arrivée. Est-ce qu'un film plaque avec une diffusion variable serait un plus? Je pense que là, le film plaque variable peut plutôt être obtenu avec notamment les peintures, les coatings qu'on peut appliquer sur les serres qui vont vraiment avoir cet objectif-là, où on peut venir l'appliquer assez tôt en saison, pour l'horticulture, dès le mois de mars, par exemple, où là, on va pouvoir avoir une diffusion. Et après, on va pouvoir venir le retirer en automne, par exemple. Donc, ça serait la solution, on va dire, la solution pour l'instant technique pour pouvoir avoir cette variabilité serait du coup les peintures diffusantes. David, est-ce que tu as une notion par rapport au coût par mètre carré de différentes installations, surtout le verre? C'est un de nos collègues de CDH60 qui demande ça. Et je sais qu'ils vont construire une serre. Donc, peut-être ils vont équiper cette serre avec des carreaux diffus. Je ne sais pas. C'est les questions pièges. Non, je ne l'ai pas dit. C'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que le verre diffusant,
ce n'est pas la même gamme de produits qu'un verre transparent. Un verre flotte, donc ce sont des verres justement flottés. Ils vont se casser, vous l'avez vu, je pense, ils vont se casser en des morceaux assez importants, ça peut être dangereux d'ailleurs. Tous les verres diffusants sont des verres qui sont trempés. Donc, ce n'est pas du tout la même gamme, ça va être du verre qui va se casser en 1000 morceaux. Donc, c'est du verre qui va être beaucoup plus sécurisant, notamment pour des espaces de vente. Je pense que le verre trempé, du coup, est accessible notamment. On peut être utilisé au niveau réglementaire. Donc, on n'est pas sur une gamme vraiment équivalente. Il me semble, mais là, il faut vraiment redemander qu'on était presque sur x2, je crois, en termes de prix, entre un verre flotte et un verre, du coup, diffusant. Mais encore une fois, c'est pas, au niveau technologie, ce n'est pas du tout comparable. Par contre, entre deux verres trempés, donc un verre trempé diffusant et un verre trempé transparent, l'écart de prix, je crois, n'est pas si important que ça. À confirmer du coup par les fabricants. Et par rapport au plastique, la différence de prix, c'est ce que j'ai vu sur notre facture, c'est entre 5 et 10% plus cher. Donc, ce ne sont pas des coûts qui sont très, très élevés. Oui, en effet, les verres trempés donc, résistent mieux à la grêle. Et surtout, voilà, une fois qu'il y a, même s'il y a de la grêle, au niveau c'est beaucoup plus sécurisant du coup quand on travaille en dessous. Parce qu'on a vraiment on a cassé par inadvertance un carreau diffusant et on s'est vraiment rendu compte que ça se brise en 1000 morceaux. Donc, il n'y a aucun risque, je veux dire, par rapport à des verres trempés. Ça peut être des très gros morceaux de verre qui tombent dans la serre. Laure, tu as 2 personnes qui ont levé la main? Oui, exactement. Donc, je vais donner la parole à Stéphane Carichon qui avait une question. Vous pouvez ouvrir. Oui, voilà. Non, excusez-moi, c'était une fausse manip. Mais merci quand même de vos interventions. Bien, merci à vous. Et donc, il y avait une deuxième main levée. On va voir si c'était... Monsieur Bazzano. Ah, non, c'est madame. Madame, pardon. Non, c'est pareil, c'était une fausse manip, je suis désolée. En tout cas, c'est très intéressant. Ah bah oui, mais c'est mal fait, c'est au milieu. Oui, bah, c'est les débuts avec Zoom, qui est de l'autre côté. Bon, bah, ça marche, on peut reprendre. Je crois qu'il y a encore quelques petites questions écrites que vous pouvez reprendre. Oui, par rapport au verre... Pourquoi ne pas parler de traitement anti-reflet? Donc, si j'en ai parlé dans la présentation, hein, en effet, sur le verre, c'est ça qui rend vraiment les verres, on va dire, très techniques et plus, on va dire, vraiment un matériau très technique parce qu'on va pouvoir appliquer du coup des traitements anti-reflet sur une ou sur 2 faces au niveau du verre et venir augmenter la transmission lumineuse dans la serre. Donc, c'est notamment ces traitements-là qui permettent d'avoir des matériaux de verre diffusants avec une très forte transmission. Donc, c'est encore quelque chose qui... Il y a les verres du coup diffusants et il peut y avoir du coup 1 à 2 couches de traitement anti-reflet qui peut être appliqué dessus par le fabricant pour venir encore augmenter du coup la technicité du verre. Ah, il y a une autre question ou une remarque. Donc, la différence de tarif sur une base de 100 pour un film traditionnel thermique fermé aux UV, la plus-value est de 10 centimes pour l'ouverture aux UV, transparence ou UV, et 20 centimes pour le film ouverture aux UV, et en même temps diffusant 90%. Donc ça, c'est une information en plus. C'est par mètre carré. 20 centimes par mètre carré. 10 à 20 centimes par mètre carré de plus. Oscar, tu as une question également. Est-il facile d'appliquer la peinture sur des plastiques? Facile, non. Ce n'est pas facile. Il faut avoir un pulvérisateur à très haute pression. Donc, on fait d'abord le mélange dans un grand bidon. Et ensuite, on peut donc appliquer sur les tunnels de façon très régulière. Donc, il faut avoir quand même des mouvements qui sont très réguliers pour éviter qu'on aura des doubles couches sur certains endroits sur le tunnel.
Et ensuite, après, il faut bien nettoyer le pulvérisateur parce que le produit, quand ça durcit, on aura donc vraiment un pulvérisateur qui sera bouché. Mais à appliquer dur, bon, ce sont juste des gestes qu'on apprend dans le temps pour avoir vraiment une application très homogène. Mais ça se fait, hein. En plus que maintenant, on a pu voir ça, certaines entreprises qui proposent de passer du coup qui développent du coup le drone pour venir appliquer du coup ces produits-là. Notamment, certains produits diffusants sont compatibles justement avec certains drones. Nous, en région, je sais que certains producteurs commencent à faire appel à ces entreprises-là pour avoir une pulvérisation du coup faite par un drone sur sa serre. Oui, ensuite, il y a des produits de nettoyage qui sont livrés par le même fournisseur. Et ce sont des produits très efficaces. Hein. On applique et après, il faut le faire de préférence juste avant les pluies pour qu'ensuite le tunnel peut être rincé. Et donc, ce sont des produits de nettoyage. On applique en fait avec le même pulvérisateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Moi, je pense que... Qu'est-ce que tu en penses, David? Je pense que on a donné les mails. Donc, les gens voient plus clair après qu'on ait parlé du diffusant, alors c'est très bien. Merci Hubert. Très bien. Voilà, donc on reste, de toute façon, vous avez nos mails. Donc on va intervenir au CIVAL en janvier sur ce même sujet. Donc si aussi vous avez des messages à faire passer par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas assisté, qui voudraient assister, donc il y aura le replay. Donc il y aura aussi une présentation au CIVAL je crois que c'est le mercredi pendant le programme. Voilà, donc après on reste si vous avez des questions d'ordre technique pour une installation, si vous avez des liens également par rapport. On va continuer à travailler sur ce sujet-là, je pense, en fil conducteur dans les prochaines années. Donc, si aussi vous êtes fabricant et vous voulez tester vos produits, si vous avez vraiment une avancée technique sur le sujet, on discutera avec vous avec plaisir pour qu'on puisse continuer à apporter des réponses sur cette thématique. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Et prochaine occasion, donc, c'est le CIVAL.